Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume, et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Qui aurait imaginé qu'on arriverait à une 4e saison ? pas moi. Eh oui, quand on a commencé en 2019, on s'est lancé en se disant qu'on s'arrêterait quand on en aurait marre. Et chaque année, on prend un moment pour réfléchir si on continue. Et comme chaque année, on se dit que même si c'est pas mal de travail, pour préparer, enregistrer, éditer, poster et communiquer autour de chaque épisode, tous les 15 jours, ça vaut le coup. Et ça fait partie de notre vie de couple. Et du coup, c'est reparti. Et comme d'habitude, il a fallu trouver un titre. Ça semble peut-être un peu banal, mais en réalité, c'est toujours quelque chose de difficile. Combien de fois on s'est engueulé pour trouver un titre 5 minutes avant le début de l'épisode parce qu'on était un peu à l'arrache là-dessus. Et combien de fois on était quand même super content de notre titre. Donc un titre, c'est quelque chose qui doit être un peu original, qui soit lié à ce dont on va parler, etc., etc. Alors, pour ce premier épisode, on a choisi d'appeler « Chaud la rentrée ». N'hésitez pas à nous faire un coucou sur Facebook ou sur Twitter pour commenter l'épisode ou nous dire ce que vous auriez envie qu'on discute dans le prochain. Et surtout, partagez cet épisode autour de vous pour nous aider à accroître notre public et à nous faire connaître si vous jugez que le contenu est suffisamment intéressant. Alors sans plus attendre, c'est parti. Et comme d'habitude, on commence par la rubrique Actu. C'est même un peu une rubrique On décrypte l'Europe, là. Eh bien, effectivement, on commence par le point Europe. Et ce point Europe, on va parler évidemment du sujet qui nous intéresse tous en ce moment, c'est les prix de l'énergie. Alors on voit fleurir sur Internet, sur les réseaux sociaux, un peu partout, des gens qui peinaient déjà avant à payer leurs factures et qui aujourd'hui se retrouvent avec des factures multipliées par 3, 4 ou 5 et qui galèrent encore plus. Ça vaut autant pour les individus, pour les particuliers que pour les entreprises. Et la Commission européenne soutient aujourd'hui la mise en place d'un plafond au prix de l'électricité. Les services de la Commission ont en effet préparé des recommandations en vue de la réunion des ministres de l'énergie qui aura lieu cette semaine, afin de réduire les prix astronomiques de l'énergie au sein de l'Union européenne. Des prix qui sont tirés par le haut, en partie par Le prix du gaz. le prix du gaz, le prix de l'électricité, mais qui sont tirés par le haut, pas seulement par des raisons organiques, mais par des raisons aussi parfois de, comment on appelle ça ? Spéculation. De spéculation, voilà. Elle propose un paquet de mesures à court terme pour réduire la demande énergétique et les prix élevés de l'électricité. Dans un non-papier que Politico Europe a consulté, un certain nombre d'options sont évaluées, y compris les modèles grecs et espagnols, concluant que les deux meilleures options sont de coordonner une réduction de la demande et un plafond pour le prix de l'électricité. Concrètement, ce non-papier propose un plafond des prix, mais seulement pour les centrales qui produisent l'énergie à un prix inférieur à la technologie la plus chère. En d'autres termes, le prix de l'électricité produit par les énergies renouvelables ou les centrales nucléaires. Ce sont des sources de production qui sont beaucoup moins chères que le gaz, par exemple, mais elles vendent le prix au coût le plus haut, générant des marges très élevées. En gros, quand on vend le prix d'une centrale au gaz, le prix de l'électricité d'une centrale au gaz n'est pas le même à produire que celui d'une centrale nucléaire. Et oui, parce qu'en fait, il y a des règles aujourd'hui qui disent que le prix de l'électricité doit, en gros, être le même que celui qui est le plus haut, en fait. Et donc, effectivement, on se retrouve à acheter de l'énergie qui est produite pas très cher, mais qui est vendue, en fait, au prix le moyen, le plus haut. Qui est déjà vendu au prix le plus haut. C'est un peu, on se rend compte a posteriori que c'était un peu ridiculement... Enfin bref, ça a été fait, ce serait intéressant de se pencher sur pourquoi ça a été fait à un moment donné. Enfin bref. La Commission propose que l'argent collecté au-dessus du prix du plafond soit utilisé pour financer des mesures visant à réduire les tarifs d'électricité pour certains consommateurs. Elle doit être présentée aux experts des États membres mercredi 7 septembre, puis aux ambassadeurs des 27 qui discuteront avant la réunion des ministres vendredi 9. Les ministres devraient alors confier mandat à la Commission de développer sa proposition et j'imagine, de faire des propositions sur comment l'implémenter. Elle met en œuvre, effectivement. Donc voilà, c'est un sujet qui, je crois, nous intéresse tous. On a tous vu le prix de notre facture exploser. Et donc, on va voir comment cette proposition est reçue par les États membres. Et puis, si on arrive à faire baisser ces prix. Tout à fait. Max, tu veux revenir pour poursuivre sur un autre événement important qui a eu lieu à l'ONU la semaine dernière. Exactement.
Donc, la représentante spéciale pour les droits humains, vous en avez peut-être entendu parler, Michelle Bachelet, a rendu public, 13 minutes avant la fin de son mandat, un rapport de 48 pages confirmant que la Chine a commis de sérieuses violations des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours, indiquant que ces actes sont potentiellement des crimes contre l'humanité. Le rapport appelle les pays à arrêter de rapatrier les Ouïghours. C'est quelque chose que la Chine demande, en fait, de rapatrier les Ouïghours en Chine, alors même que la Chine a une politique qui est qualifiée à grande échelle, systématique, de camps de détention dans la région du Xinjiang, utilisant des techniques d'injection médicale forcée, les affamant et en violant leurs droits reproductifs. Alors la Chine, bien sûr, s'est opposée à la qualification de violation des droits humains dans la province du Xinjiang, rappelant que sa politique dans cette région concerne ou vise à la déradicalisation et à l'antiterrorisme. La représentation permanente de la Chine auprès de l'ONU à Genève a dénoncé, elle, la publication du rapport, soulignant que celui-ci n'était pas conforme au mandat qui avait été confié au bureau de la représentante spéciale. Alors, on entendait déjà parler de ces violations des droits humains depuis assez longtemps, mais rien d'officiel. Et donc, c'est tout à fait nouveau et très positif qu'un rapport officiel de l'ONU en fasse état. Je ne peux imaginer les pressions qu'ont dû recevoir Michelle Bachelet et le staff de l'ONU pour éviter que ce rapport soit publié. Quand on vous dit qu'il a été publié 13 minutes avant la fin de son mandat, ça témoigne bien de la sensibilité. Voilà, Pour nous, ça peut prêter à sourire parce que quand on rend un travail 13 minutes avant la deadline, c'est qu'on est un peu procrastiné. Là, c'était pas une question de procrastination, je pense, mais il y avait vraiment une question de sensibilité du sujet et de volonté, j'imagine, aussi de Michelle Bachelet de lancer quand même ce sujet tout en disant « je laisse mes successeurs ». C'est éviter, effectivement, voilà. Donc on le sort au dernier moment, mais au moins il est sorti. Alors néanmoins, certains activistes ont regretté que le rapport n'utilise pas le terme de génocide. Et puis par ailleurs, sur la question du travail forcé, qu'ils ne prennent pas une position un peu plus ferme. Bon, la question reste donc de savoir est-ce que la publication de ce rapport va changer les choses ? En Chine, probablement pas, parce que je pense qu'en Chine, personne n'a entendu parler de ce rapport. Est-ce que les autorités chinoises vont être mises sous pression par leurs partenaires ? Rien n'est moins sûr. Vous savez, la Chine a quand même beaucoup de leviers de pression, notamment économiques, surtout en ces périodes où il y a beaucoup de tensions sur les chaînes de production et qui sont beaucoup en Chine. Donc, on ne sait pas. Mais si déjà les vols de rapatriement des Ouïghours s'arrêtent, parce que les pays décident de ne plus répondre positivement aux demandes des Chinois, alors ce sera un premier pas dans la bonne direction. Ça n'ira pas assez loin, mais déjà, on évitera que de nouvelles personnes se voient mises dans ces camps de concentration, en quelque sorte. Voilà. En tout cas, affaire à suivre, mais c'était un événement quand même sur la scène internationale qui n'était pas négligeable. Merci Max. Allez, on fait une petite brève rapide sur le scandale du type Watergate en Grèce. On s'est dit que ça valait le coup quand même de vous en parler, parce que c'est assez inédit quand même. On a eu déjà le cas d'un scandale de ce type-là avec le gouvernement hongrois qui avait espionné en fait des journalistes, notamment avec le logiciel Pegasus, qui était un logiciel à l'époque israélien. Et aujourd'hui, on se retrouve en Grèce avec le gouvernement pris la main dans la farine, une fois de plus. Incroyable donc, les services secrets grecs auraient mis sur écoute le parlementaire européen Nikos Androulakis, qui est aussi le chef du parti socialiste grec PASOK, parti d'opposition. Le Parlement grec a initié une investigation sur un scandale qui a déjà résulté dans la démission de 2 officiels du gouvernement. Plusieurs anciens responsables gouvernementaux ont été appelés à être auditionnés par la commission d'investigation. Alexis Tsipras, chef du parti de centre-gauche en Grèce, a rencontré le président de l'autorité grecque de la sécurité des communications et de la protection des personnes et lui a demandé d'investiguer pour savoir si et combien de représentants politiques, membres du Parlement, parlementaires européens, ont pu être mis sous surveillance pendant ces 2 dernières années. Le 8 septembre, le Parlement européen a prévu une audition sur le sujet. Affaire à suivre, mais c'est chaud. Exactement, elle est chaude la rentrée, elle est chaude. Allez, on continue avec, comme d'habitude, notre petit point Belgitude. Et aujourd'hui, on veut vous parler
vélo. Eh oui, Max, on va vous parler vélo aujourd'hui. Youpi, Bruxelles n'est plus une île. En tout cas, pour les pistes cyclables. On n'allait pas commencer une nouvelle saison sans parler un peu vélo. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les pistes cyclables arrivant depuis la Flandre, et la Wallonie dans une moindre mesure, puisque celle-ci n'a pas de frontière directe avec la région de Bruxelles, n'étaient pas reliées au système des points nœuds, les knooppunten, comme on dit en flamand. Mon Dieu. C'est un système de fléchage d'itinéraires cyclables aussi simple qu'ingénieux. Érigé en réseau, il vous permet de circuler sans carte, mais en suivant les différents points d'une même route, sur des milliers de kilomètres. La technologie des knooppunten a été inventée à Genk, en Belgique, en 1996, et depuis a fait des petits dans toute la Flandre, en Wallonie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et pas encore en France. Pas encore en France. Concrètement, dans un périmètre large et défini, les numéros sont attribués au croisement stratégique des voiries cyclables. Ces numéros sont ensuite repris pour chaque carrefour sur des panneaux qui indiquent également la direction d'autres carrefours numérotés appartenant au réseau. En gros, vous aviez en Belgique tout un réseau maillé avec ces knooppunten en Flandre et en Wallonie. Et puis au milieu de la Belgique, vous aviez la région de Bruxelles-Capitale qui faisait de la résistance, qui résistait encore et toujours à l'envahisseur. Pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? C'est une bonne question. Parce que ces knooppunten, ces points nœuds, sont en réalité peu adaptés au milieu urbain, où pour se repérer, c'est parfois un peu plus compliqué, il y a déjà une forêt de panneaux partout, et donc c'est parfois un peu la panique. Et c'est une des raisons pour laquelle la région de Bruxelles a mis un peu de temps à les mettre en place, en privilégiant des ICR, des itinéraires cyclables régionaux, une sorte d'autoroute ou en tout cas de route cyclable qui permettent d'aller non pas d'un numéro à l'autre, mais d'un point A à un point B, en gros. Un peu comme les RER vélo en France, quoi, enfin à Paris. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est le principe pour l'urbain. C'est plus simple de faire comme ça. Mais aujourd'hui, et même si l'installation des panneaux prendra encore quelques semaines, il est possible de traverser Bruxelles tout en conservant l'information sur les points nœuds et d'aller du point 42, par exemple, qui part du nord de Bruxelles, jusqu'au point 42 dans le sud de même point 42 dans le sud de Bruxelles. Tout en conservant donc l'information sur la route cyclable qu'on emprunte et en ayant en parallèle donc les ICR, les informations de ces itinéraires cyclables régionaux. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas l'information si c'est une première étape et si les ICR sont amenés à disparaître à court ou moyen terme. On sait qu'aujourd'hui, il y a notamment à Bruxelles un certain nombre de gens qui se plaignent des forêts de panneaux qui poussent. Ils ont encore mis en place des panneaux il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois en arrière, pour justement indiquer les itinéraires à pied ou en vélo en parallèle pour aller jusqu'à tel ou tel point, à différents points stratégiques de la capitale. Reste à voir si ça nous fera sortir de Bruxelles un peu plus. Et surtout si les moteurs de recherche d'itinéraires de type Fitnet qui existent en Belgique seront mis à jour rapidement pour refléter la situation et enfin faire sortir Bruxelles de son île. Quelle belle histoire. C'est beau, hein, c'est beau, c'est chaud mais c'est beau. Allez, on passe à la deuxième rubrique, notre rubrique Vie de couple, comme d'hab. Oui. Et aujourd'hui, Guillaume, c'est la reprise. Comme on l'a dit dans le titre, chaud, la rentrée. Mais on a eu aussi assez chaud pendant l'été. Eh bien oui, on a eu bien chaud cet été, puisque on a eu la chance de pouvoir se balader, hein Max ? Ah oui, on en a profité, mais c'était un peu la canicule partout où on a été. On a commencé par un petit voyage de l'autre côté de l'Atlantique, où nous avons pu notamment profiter de la plage dans le New Jersey, donc ça c'était assez chouette, mais il y faisait chaud, tout comme du coup quand on allait se balader à Philadelphie ou à New York, on était quand même content de trouver quelques piscines sur notre chemin. Et voilà, les épisodes de chaleur, on espère que vous n'en avez pas trop souffert et que vous avez su un peu vous protéger. On pense surtout à ceux qui malheureusement travaillaient pendant ces périodes et n'avaient pas la climatisation. Non pas que la climatisation, ça soit la solution à tout, mais bon, on sait que quand on bosse dans un endroit très chaud, c'est quand même pas mal. Tout à fait. Voilà, donc des vacances au chaud. Je crois que tout le monde, même en Belgique, je ne raconte pas l'état, j'avais laissé les plantes, mon Dieu. Les plantes à l'extérieur de la maison. D'habitude, c'est une espèce de forêt quand on rentre. Ouais, c'est ça, les tomates, le rosier, l'oranger et puis les plantes aromatiques. Là, et là, c'était cramé. En me disant, c'est bon, on va rentrer. Comme d'habitude, quand on rentre l'été, comme dit Max, bah oui, c'est la forêt vierge parce qu'il a plu 3 fois par jour pendant les 3-4 semaines où on n'est pas là. Et là, oui, c'était cramé, quoi. C'était un peu la jungle, quoi, la savane. Donc on a réussi à sauver l'oranger. Peut-être le rosier, je suis pas sûr, mais je croise les doigts.
Et puis le reste, Guillaume a dû faire des nouvelles plantations. J'ai dû faire des nouvelles plantations. Voilà, ça m'a occupé un peu, c'est bien. Mais maintenant, c'est tout beau, c'est tout vert. Mais alors, en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut avoir des espèces de... Enfin, c'est vraiment des vagues, hein, parce que là, on a eu à nouveau des petites températures qui sont remontées. Mais par ailleurs, il a pu faire assez frais, voire hier soir, on a quand même mis un jean pour la première fois. Oui, pour sortir. Donc, voilà, ça, c'était quand même... les températures, on en parle comme d'habitude. Mais du coup, nous, on est rentré mi-août et c'est vrai que globalement, c'était chaud la rentrée parce que ça a été assez occupé aussi niveau boulot. Ouais, ça a mis un peu de temps. Pas trop sorti la tête. La première semaine, c'était un peu plus calme, peut-être, et encore. Ouais. Ouais, bah si, il faut toujours 2 jours pour dépiler les mails. Mais bon, globalement, on n'a pas chômé et je pense que ça va continuer le début du mois de septembre, en tout cas de mon côté, sans mettre sur les chapeaux de roue. Donc voilà. Et on était quand même content du coup ce week-end d'être un peu plus au calme, de pouvoir en profiter pour nous poser, faire les courses et puis préparer du coup cette rentrée de notre podcast. Voilà. Et puis, cette fin d'été a quand même été aussi l'occasion de lancer un nouveau défi autour de la pizza. Oui, Max, tu veux nous raconter comment il est arrivé ce défi sur la pizza ? Ah là là, vous savez, moi j'aime bien prendre un peu les choses telles qu'elles se présentent. Et alors, il se trouve que... Il fait déjà des très très chouettes pizzas. Ouais, on vous en avait parlé déjà. Hein. Mais bon, moi je suis un peu maniaque, alors j'étais pas complètement satisfait, notamment parce que on a un petit problème, c'est que nos pizzas, elles sont pas si mal, hein, ça gonfle pas trop mal la pâte et tout ça, mais en général, d'abord, il était quand même assez possible que ma pâte soit un peu trop fine et donc on ait de la sauce qui coule dans le four. Et puis par ailleurs, on a quand même régulièrement les pâtes qui collent au moule qu'on utilise pour mettre nos pizzas dessus. Et donc, en gros, on a du mal à les décoller derrière. Et ça, c'est un peu la misère. Et les deux dernières pizzas que j'ai faites en rentrant des vacances, c'était un peu... Enfin, elles étaient super bonnes en termes de contenu, mais c'est vrai qu'elles se tiennent pas trop. En termes de présentation, c'était moche. Bon, alors je savais qu'il y avait différentes techniques, notamment certains amis m'avaient parlé des pierres qu'on peut mettre dans le four, tout ça. Et il se trouve que fin août, il y avait un pot de départ organisé par un certain nombre de collègues de là où je travaille, dont pas mal de collègues italiens qui avaient du coup choisi de faire un pot de départ autour de la pizza. Donc en gros, des pizzas préparées à la minute pour tous les gens qui seraient là. Alors vous imaginez bien, déjà je me demandais un petit peu comment ça allait se passer parce que franchement, je sais pas, on devait être une centaine. Et vous imaginez bien que les pizzas à la minute pour une centaine de personnes, c'est quand même pas simple. Bref. Donc, on se pointe. C'était dans notre petit jardin, là, c'était chouette. Et là, je vois 5 machines rouges. En gros, des fours à pizza, quoi, mais électriques. Et donc, j'étais à voir un petit peu, parce que j'étais un petit peu intrigué, comment ça fonctionnait. Donc, en fait, vous avez une pierre à pizza sur le fond, et puis au-dessus, vous avez un grill. Et donc, la pierre chauffe, et puis après, quand tu mets ta pizza, elle cuit globalement en 4-5 minutes, et elles étaient délicieuses. Bon, alors il y a plusieurs choses dans une pizza. Il y a bien sûr le four, et donc, bon, j'ai craqué. On va tester ce four quand on sera livré, mais voilà, donc on va résoudre la question du four, de la cuisson dans notre four. Mais il y a surtout le deuxième sujet, qui est le sujet de la pâte. Et ça, voilà, il faut arriver... Vous savez, quand vous voyez des pizzaiolos là, qui prennent la pâte dans leurs mains et qui la font tourner et la pâte ne se perce pas, ça, c'est un truc, moi, je ne suis pas capable de faire ça avec ma recette. Donc,
j'ai commencé à regarder quelques tutos, quelques recettes. Donc on va faire les petits tests et on vous tiendra informé. Mais normalement, ça devrait être assez chouette. Et puis, bon, il va falloir que je me calme un petit peu sur la dose de sauce que je mets sur mes pizzas parce que quand je regarde, en fait, ils en mettent très peu. Et puis aussi en termes de topping, en fait, moi j'ai un peu tendance à les accumuler. Et peut-être aussi qu'il faudrait être un peu mais c'est ça qui fait qu'elles sont bonnes aussi, les pizzas. Mais on va voir. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a 3, peut-être parfois 4 trucs sans compter la tomate dessus. Bah oui, non ? Oui. Voilà. Mais en tout cas, les Italiens, ils mettent assez peu de choses sur leur pizza. Ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils mettent de la mozzarella fraîche, découpée en dés. Et donc, il va peut-être falloir que je change un petit peu nos habitudes parce que globalement, j'ai assez peu fait mes pizzas avec de la mozzarella fraîche en dés. Donc, il va falloir qu'on teste. Mozzarella fraîche en dés ? Ouais. Ouais. Mais ça existe, ça ? Bah, c'est de la mozzarella fraîche que tu coupes. Ah oui, c'est juste que tu la coupes parce que la mozzarella fraîche, on utilise de la mozzarella dans les pizzas. Pas toujours. Des fois, on met du gruyère ou de la feta. Ou du parmesan. Voilà, bref, on va faire plein de tests, mais en tout cas, notre nouveau défi pour cette rentrée, c'est pizza. Pizza time. Bah, écoutez, si vous passez par Bruxelles, faites-nous signe. On vous prévoira peut-être une soirée pizza coin du feu. Ouais, voilà. Parce que c'est chaud. Chaud, la rentrée, chaud la on pizza, aura chaud. Chaud la pizza au four. Ouais, parce que franchement, la pierre dans le four, il faut quand même faire chauffer le four pendant 1 heure à peu près pour chauffer la pierre. C'est pas donc super. Là, chaud, la rentrée. Et alors, côté chaud, énergie, voilà, pas terrible. Allez, on passe à la dernière rubrique. Dernière rubrique de notre premier épisode de cette saison 4, on va vous parler à notre pouvoir et House of the Dragon, la maison des dragons. Retour sur The Blockbuster de la rentrée et qu'est-ce qu'il nous apporte. C'est devenu en fait assez habituel avec la multiplication des plateformes en ligne. On a vu se multiplier le nombre de séries à succès. Chacune liée à l'une ou l'autre plateforme est censée drainer davantage de spectateurs et faire monter la plateforme plus haut dans les classements en termes de nombre d'adhérents et donc de chiffre d'affaires. Un peu à l'image de ce qui se faisait pour le cinéma avant l'apparition des dites plateformes. Sauf que en cette fin d'été, il n'y a pas que pour le climat que ça chauffe, mais aussi pour HBO Max et Amazon Prime, qui ont chacune lancé une série qui va faire boom. Et pour que ça fasse boom, il faut manifestement y mettre le prix. Et quel prix ? On parle de 200 millions de dollars pour la production de la première saison de House of the Dragon chez HBO et, accrochez-vous bien, asseyez-vous, 500 millions de dollars pour Les Anneaux de Pouvoir, la première saison parue chez Amazon Prime. Mon Dieu, mais c'est ouf. Alors que des thématiques vont probablement faire tilt chez vous, car il s'agit des 2 préquels de sagas déjà bien connus, Game of Thrones pour House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux pour Les Anneaux de Pouvoir. Les Anneaux de Pouvoir se déroulent plusieurs millénaires avant Le Seigneur des Anneaux. Alors que la Terre du Milieu est en paix, elle va devoir faire face à l'avènement du maléfique Sauron. Dans House of the Dragon, tiré du livre Feu et Sang de George R.R. Martin, les spectateurs retrouvent la dynastie Targaryen, alors à la tête du royaume imaginaire des 7 couronnes, 172 ans, 172 ans avant la naissance de Daenerys, la mère des dragons que l'on retrouve dans Game of Thrones. Rongée par les rivalités internes, #drama, la famille va se déchirer pour le pouvoir. Si le lancement de House of the Dragon a rassemblé 10 millions de spectateurs aux USA, Amazon revendique 25 millions de spectateurs autour du monde pour Les Anneaux de Pouvoir. Bref, la bataille des chiffres est elle aussi non lancée et pas seulement sert pour la Terre du Milieu, manifestement. Ce qu'on constate aussi, c'est que malgré la sortie de The Sandman, Netflix, qui fut un temps champion en toute catégorie des sorties blockbuster, est absente de cette rentrée et de cette compétition et peine à retrouver stabilité et sérénité post-confinement. Affaire à suivre, probablement je vous ferai une petite critique dans quelques semaines quand j'aurai pu visionner l'une ou l'autre de ces séries. Ouais, c'est pas moi qui vais vous faire une petite critique de cette série, c'est un peu trop Max, il a fait le premier épisode de Game of Thrones, il est parti en courant. Tu comprends, c'est un peu trash quoi quand même. Le mec qui regarde des histoires de SWAT avec des prises d'otages et tout ça. Ouais, mais je sais pas, moi, c'est le coup des trucs un peu barbares, moyenâgeux, genre on coupe des têtes à la hache.
pas complètement mon truc. Bref, voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 4, enregistré dans notre studio, sous notre toit, et on peut vous dire qu'il y fait chaud, donc c'est en adéquation avec notre titre « Chaud, la rentrée ». Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, et un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. Ce podcast, on ne perd pas les bonnes habitudes, est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.